Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Informatic News pour notre rubrique l'invité de la semaine qui reçoit chaque semaine un responsable d'une entreprise IT française ou étrangère présente en France. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Philippe Guénaud, qui est directeur général de Software AG France. Philippe Guénaud, bonjour. Bonjour. Alors, vous le savez, on commence toujours cet entretien par je dirais une actualité ou une tendance, en tout cas un événement qui a retenu votre attention la semaine dernière ou les semaines passées. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a interpellé, comme on dit ? Il y a eu le plan de relance qui a été annoncé du gouvernement et les fameux 7 milliards pour le numérique en France. Bon, il y en a qui disent que c'est pas assez, on voudrait toujours plus. Mais il n'y en a pas qui disent que c'est trop, non ? Non, je n'ai pas entendu. J'ai pas entendu. C'est quand même 7% du budget global, c'est le deuxième poste après l'écologie. Bon, et il faut essayer de voir le verre à moitié plein. Et ce que j'espère avec ce plan de relance, c'est que j'espère deux choses. J'espère d'une part que ça permette à la France de rattraper un certain retard qui s'est vu pendant le confinement en particulier, qui a clairement profité aux GAFA avant de profiter à qui que ce soit d'autre. Et donc il y en a qui ont mieux tiré leurs épingles du jeu parmi les sociétés, et celles qui ont bien tiré leurs épingles du jeu, c'est celles qui étaient déjà en transformation digitale très avancée. Donc c'est la première chose que j'espère, c'est que ça dynamise tout ça. La deuxième chose que j'espère, c'est que ça profite aux sociétés européennes et françaises, ou en tout cas européennes. Oui, puisque vous êtes ici un représentant d'une société européenne. Allemande, en l'occurrence, exactement. Alors, effectivement, comme transition aussi, je ne veux pas vous demander de parler de la crise épidémique, etc., parce que ce n'est pas le sujet, mais néanmoins, c'est quelque chose qui nous a marqué depuis, et qui nous marque depuis 6 mois, et ce n'est pas fini. Il se trouve qu'on est en septembre, donc c'est un peu la rentrée. Il y a quelques incertitudes qui planent. Comment vous envisagez, quelles leçons vous avez tirées déjà de ce qui s'est passé, et comment vous envisagez cette reprise, cette rentrée ? Avec beaucoup d'optimisme pour le coup, parce qu'effectivement, je crois qu'il y a quand même cette prise de conscience que la transformation digitale est indispensable. Et ça se matérialise par un nombre de contacts en ce moment vis-à-vis de nos équipes commerciales très très important. Donc de ce point de vue-là, je suis plutôt optimiste, même si certains secteurs qui souffrent évidemment, le transport aérien, l'aéronautique en général. L'hôtellerie. L'hôtellerie, c'est difficile. Et encore, on a fait des très belles affaires récemment avec certains. Mais vous avez ces crises qui sont ces secteurs qui sont en difficulté, mais en même temps, cette vraie prise de conscience, en tout cas j'espère, que la digitalisation est essentielle. En ce qui nous concerne, ça a été, on a appris aussi pas mal de choses, en particulier en France, où le télétravail était peu répandu. On a l'habitude de travailler plutôt à la défense, en équipe. Il y a une vraie culture de travail en équipe chez Software AG France. Et un peu de télétravail. Et là, on a fait beaucoup. On a fait l'inverse. On a fait l'inverse. De télétravail et un peu. Alors, on a continué à travailler en équipe, mais à distance. Et ça a été une révélation, honnêtement. Pour moi personnellement, je pense pour d'autres aussi, efficacité extrêmement forte. Les clients qui sont joignables aussi en virtuel et tout le monde est à l'heure au rendez-vous. Donc ça c'est une vraie révolution. Pour les Français, c'est pas toujours, c'est pas naturel. Non, voilà, grande efficacité. Après, ça ne remplacera jamais. Je pense que le futur, c'est une forme d'hybride. On ne reviendra pas complètement en arrière. Il y a du bon à prendre dans les deux cas. Dans les rencontres physiques, ça fait plaisir qu'on se voit physiquement aujourd'hui. Et puis, dans les rencontres virtuelles, il y a aussi à apprendre. Et dans le télétravail, il y a aussi à apprendre.
Très bien. Alors, bon, évidemment, on va parler de Software AG, parce que vous êtes là pour ça. Donc, je vais pas vous faire l'insulte de présenter Software AG, parce que vous êtes un des plus vieux éditeurs de logiciels, créé en 69, à une époque où même le mot éditeur de logiciel n'existait pas vraiment, puisque finalement, le logiciel était bonnelé dans le matériel. À l'époque, il y avait des mainframes, ça se comptait en centaines d'unités, sans doute en France, donc c'était très réduit. Vous êtes parti avec, il y avait deux solutions majeures, dont je me souviens assez bien. Donc il y avait la base de données, Adabase, et puis il y avait le L4G, ce qui était à la pointe de la technologie de l'époque. C'était un langage de 4e génération. Alors aujourd'hui, on est peut-être au langage de 8e ou 9e, je ne sais pas, mais en tout cas, les L4G de l'époque, c'était ce qu'on faisait de mieux. Mais ça, c'est l'histoire de Software AG. Et puis, pour positionner l'entreprise, c'est à peu près 5000 salariés, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ça situe à peu près le deuxième éditeur de logiciel allemand, derrière le grand SAP. Mais si vous aviez à définir Software AG en une ou deux phrases, comment vous le présenteriez? Software AG instrumente la transformation digitale. C'est un facilitateur pour... Quand on parle de transformation digitale, on a besoin de connecter des environnements en temps réel, de cloud, des applications in situ, et on a besoin d'interopérabilité, on a besoin d'ouvrir son système d'information. Donc ça, c'est un élément essentiel de la digitalisation, et c'est un pan de l'offre. Il y a aussi des objets qui se mettent à communiquer et à parler, et donc il faut en tirer parti, il faut les gérer ces objets et puis en tirer de la valeur. C'est un autre pan de l'offre. Et quand on parle de transformation digitale, il faut organiser tout ça. Ça ne peut pas être l'Eldorado. Et puis, donc il faut gouverner du point de vue du système d'information. Et les processus évoluent et il faut aussi les transformer. Et donc, voilà toute la dimension de Software AG. Pardon, c'était plus qu'une phrase. C'est l'instrumentation, pour résumer, de la transformation digitale. Très bien. Bon, ça, c'est une phrase qui est courte, donc voilà. Elle est parlante. Alors, avant de rentrer dans, finalement, les 3 grands piliers que vous avez définis, il se trouve que l'entreprise a embauché un nouveau CEO, donc Sanjay Brahmawar, c'était en mi-2018, qui a fait un constat qu'on peut faire assez facilement, qui est que le chiffre d'affaires de l'entreprise stagnait depuis 10 ans, quasiment, puisque le chiffre 2019, il est inférieur à celui qui était en 2010. Donc il faut en tirer le constat. Il a donc fait appel à un cabinet de conseil, à McKinsey pour le nommer, qui a défini un plan, et donc il a proposé une stratégie baptisée Helix. C'était il y a un peu plus d'1 an. Est-ce que cette stratégie Helix était juste finalement un repackaging d'une offre pour la rendre plus lisible et plus compréhensible, ou est-ce que c'était une véritable refonte et 1 an après, ou un peu plus d'1 an après, est-ce qu'il y a déjà les premiers effets de cette nouvelle stratégie? Alors oui, il y a déjà les premiers effets, et non, ce n'était pas juste du packaging. Je m'attendais un peu à ces 2 réponses, pour être franc. Bon, c'est pour ça que j'évacue les réponses faciles, après je vais étayer un peu. Il s'est fait aider aussi de certains collaborateurs qu'il a sélectionnés. Quand il a fait son plan, ce n'est pas uniquement McKinsey, pardon. Mais le constat que vous faisiez est juste, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires globalement n'a pas progressé. L'entreprise a été très rentable et très focalisée sur les bits. C'était le nerf de la guerre, ça fait 10 ans que l'entreprise est extrêmement rentable. Alors un peu comme IBM d'ailleurs, et pourquoi je dis IBM? Parce que Sanjay Brahmawar est un ex-IBM, donc c'est quand même une culture qu'il connaissait bien. Absolument, et il s'occupait, alors chez IBM, il s'occupait quand même de sujets innovants, puisqu'il s'occupait de l'offre IoT d'IBM, Watson. Et donc, fort de ce constat que le chiffre d'affaires, constat simple, que le chiffre d'affaires n'augmentait pas et que l'entreprise était très rentable, ça va bien un temps, mais à un moment donné, il faut envisager autre chose. Et à l'intérieur de cette stabilité, il faut quand même savoir que Natural Adabase, auquel vous faisiez référence, a naturellement décliné solution mainframe historique par la force des choses, et donc pendant ce temps remplacé par d'autres choses qui ont fait de la croissance. Mais le mix des deux montrait, vu de l'extérieur, une stagnation. La stratégie Helix, elle consiste à parler croissance chez Software AG. Donc après, ça se décline, je pourrais vous en dire un peu davantage, mais le maître mot, en tout cas, c'est la croissance. On est prêt à sacrifier un peu des bits, pas tous les bits,
mais on est prêt à en sacrifier du moment qu'on fait de la croissance. Et les premiers résultats sont en train d'arriver. Alors quand vous dites EBIT, vous voulez dire... Pardon, un peu de chiffres en bas à droite, C'est ça. un peu de résultats, un peu de marge. On était habitué à 31% de marge annuelle. Et donc, on va se contenter d'un peu moins si ça permet de financer, et c'est le cas, pour financer les produits et la croissance. Alors, on va reprendre chacun des trois piliers que vous avez décrits précédemment. Et puis, ce que je vous demanderais, c'est pour chacun de ces piliers, c'est de donner un exemple au client qui permet d'expliquer un peu ce qu'on fait avec les solutions que vous proposez. Alors le premier, c'est l'intégration, les API. Les API, on en parle déjà depuis longtemps, mais ça prend de plus en plus de place dans les systèmes d'information, parce que, comme vous le disiez, il faut connecter les systèmes les uns aux autres, qui sont encore des silos, les fameux silos dont on parle depuis très longtemps. Et ça, c'est basé sur les solutions WebMethod, donc la société que vous avez rachetée il y a quelques années. Donc, est-ce que là, vous pouvez... Oui, c'est ça. Donc ça remonte à loin. Est-ce que vous pouvez expliciter au travers d'un exemple d'entreprise que ça permet de faire? Oui, bien sûr. Publier les API, c'est ouvrir son système d'information, c'est faire travailler son écosystème. Et donc, c'est en effet un domaine qui est en pleine explosion. La stratégie Helix à laquelle on faisait référence, pour donner un peu de concret, dans cette stratégie Helix de recherche de croissance, ça passe par certains aspects, et en particulier focalisation produit. Focalisation sur certains sujets sur lesquels Software AG veut être le premier de la classe ou dans les 2 premiers de la classe. L'intégration et l'API management en fait partie. Au passage, il y a aussi une focalisation géographique. Software AG est présent dans une cinquantaine de pays et a élu des grandes priorités de développement pour son développement et a élu certains pays. Ça ne veut pas dire qu'on se désengage des autres, ça veut dire qu'on met les moyens sur les pays sélectionnés. Dont la France. Dont la France. Et ça, c'est quand même la bonne nouvelle. On est aux côtés des États-Unis, des Allemands, des Anglais, dans le premier panier, si je puis dire. Donc, pour en revenir aux API, on a plusieurs exemples. Alors, on ne peut pas citer les clients, mais on voit des appels d'offres. Maintenant, c'est un marché qui est sa 2e génération d'équipements. Il y a eu une première génération, un premier virage il y a quelques années que Software AG n'a pas pris. Et ce qui nous a pénalisé à l'époque. La bonne nouvelle, c'est qu'on arrive directement dans la 2e génération de solutions avec un cahier des charges technologique qui est plus compliqué à satisfaire. Mais compte tenu du fait qu'on y a concentré énormément d'investissements, ça nous a permis de rattraper non seulement notre retard dans un premier temps, mais aujourd'hui d'être considéré comme le meilleur de la classe. Alors, 2e génération, c'est par rapport à la première, bien sûr, mais quelle est la différence principale? C'est quoi? C'est le fait que ce soit sur le cloud? C'est autre chose que ça? C'est pas seulement le cloud, mais il y a le cloud, bien sûr. Ce sont tout ce qui est les technologies autour des microservices, des micro-gateways. On parle d'app mesh. On rentre un petit peu dans la technique, mais c'est ça aujourd'hui qui fait que l'offre est considérée par les analystes comme la plus moderne. Voilà. Et puis c'est aussi pour ça qu'on gagne des appels d'offres contre certains GAFA qui sont dans ce domaine-là. Alors, un exemple d'entreprise qui pourrait illustrer cette ouverture du système d'information? C'est toujours délicat de citer des noms d'entreprises. Mais bon. Je vais dire une entreprise industrielle en Auvergne, par exemple, qui fait un appel d'offres mondial et puis qui finalement sélectionne Software AG parce que les API... De la même manière que l'offre fournisseur a évolué, je parlais de première génération, deuxième génération, même chose côté client. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui ont fait une utilisation partielle des API il y a quelques années qui aujourd'hui généralisent. Donc en l'occurrence, c'est le cas de cet industriel en province qui généralise et donc à l'échelle mondiale souhaitait gérer ses API avec une solution professionnelle et à sélectionner celle de Software AG, WebMethod en l'occurrence. Donc c'est un projet qui est en cours? C'est un projet qui est bien avancé et c'est un projet qui a été gagné il y a quelques mois et qui c'est en cloud, tout en cloud, à l'exception de 2 pays pour des questions
politique. La Russie et le Brésil ont des traitements à part, mais le reste du monde est connecté en cloud et donc les API sont gérés dans le cloud. Très bien. Alors, on aborde le deuxième pilier, donc c'est tout ce qui est IoT, donc Internet des objets et Analytics. Donc ça, c'est suite au rachat d'une entreprise en 2017, Cumulocity. Donc là, on voit bien aussi comment ça s'insère dans cette stratégie Helix. Est-ce que vous pouvez l'illustrer par un exemple assez concret ? Et c'est assez facile parce qu'en fait, Internet des objets, on voit bien qu'on va placer des objets, on va récupérer des données, on va les analyser et puis on va améliorer. Mais est-ce que vous pouvez le rendre encore un peu plus concret que ça ? Alors, je vais essayer. Cumulocity, c'était une spin-off de Nokia, pour la petite histoire. C'est une entreprise qui est sortie de Nokia en 2010, qui a volé de ses propres ailes et qui a eu de très très bonnes réussites, que l'on a nous-mêmes rencontrées dans des consortiums sur des affaires que l'on a gagnées ensemble. Et puis on a constaté que c'était vraiment tellement bien qu'effectivement, il y a quelques années, on a fait le choix de les racheter. Et c'est l'offre, c'est un socle important de l'offre de software AG dans le monde de l'IoT. Une illustration, un industriel allemand, Dürr, il s'appelle Dürr, D-U-R-R, fournit des robots de peinture, vous savez, pour les chaînes des BMW, Audi, il y a des chaînes de montage et puis les voitures sont les unes alignées derrière les autres et puis elles sont peintes par des robots. S'il y a la moindre déviation du robot qui est en train de peindre une portière de la voiture... Donc au lieu de peindre la portière, il peint le capot. Alors ça, ce serait une grosse déviation. Là, on parle de déviation qui est moins d'1 millimètre. Oui. Oui. C'est vraiment moins d'1 millimètre. Et donc, si cette déviation est constatée après avoir peint une chaîne de 10 voitures, il faut tout refaire. Et c'est pire que faire la première fois que de refaire. Et donc, il faut s'en rendre compte tout de suite. Et donc, vous avez des robots qui sont bardés de capteurs. Il faut que ces capteurs soient gérés et il faut que vous receviez une alerte immédiatement si ça dépasse, si ça bouge d'un micromillimètre pour pouvoir arrêter tout de suite la chaîne de montage. Donc là, en l'occurrence, c'est de l'IoT temps réel. Bien sûr, c'est une spécificité particulière. L'IoT est en général temps réel. Le principe, c'est vraiment de calculer, de capter de l'information et de gérer. Et la force de Cumulocity, c'est de gérer une multitude de capteurs de technologies différentes, une multitude de protocoles, parce qu'il y a plein de protocoles qui remontent l'information. Donc il y a des centaines, des milliers de capteurs que la plateforme sait gérer. Et puis ensuite, il faut analyser cette information. Une fois qu'on a l'information, il faut en faire quelque chose. Et il faut que ça tire de la valeur. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que toute la partie analytique et aussi le bénéfice de WebMethod. WebMethod qui fait de l'intégration, comme on le disait, l'intégration API Management. Une fois que vous avez cette information, il faut l'analyser et elle peut aussi permettre de mettre à jour le système d'information, mettre à jour des processus. Voilà. Donc il y a une logique industrielle à se focaliser aussi bien à IoT qu'intégration API. Il y a des vases communicants. Alors, troisième pilier, on va voir s'il y a un lien avec les deux premiers. Donc là, on parle en bon français, business transformation. Oui. Donc il y a deux solutions, Harris et puis Alphabet avec un F. Harris, en fait, c'est ce que vous qualifiez de process mining. Et donc est disponible sur le cloud depuis le mois d'août. Donc on est habitué au data mining, on voit bien ce que ça veut dire. Process mining, on est un peu moins familiarisé avec ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et nous donner un exemple aussi de client qui l'utilise et qui a amélioré finalement l'évolution des processus, enfin la mise en place des processus dans sa propre entreprise? Alors quand on parle de transformation digitale, les choses vont se transformer, donc les processus vont évoluer, ont besoin d'évoluer. Parce que bien souvent, effectivement, on fait la réplique des anciens processus sur des nouvelles technologies, ce qui fait qu'on perd 80% de l'apport de la technologie, ce qui est un peu pas approprié, absolument. Oui. Donc on a besoin de redéfinir ces processus. Et les outils comme Harris, par exemple, d'autres aussi, permettent de modéliser et de créer des référentiels de processus. Là où la dimension process mining est intéressante, c'est qu'elle est complémentaire à cette vision théorique de la façon dont un processus d'achat, par exemple, dans une entreprise doit s'exécuter. Donc il y a cette vision théorique, modélisation,
Et puis, le process mining, c'est la vision réelle, c'est-à-dire de se brancher et à regarder la vérité, comment ça se passe en vrai, dans la vraie vie. C'est parce qu'on peut décrire les choses d'une certaine manière, c'est intéressant de voir finalement comment ça se passe dans la vraie vie. Process mining, ça permet de reconstituer la vérité du déroulement d'un processus et ensuite d'en analyser sa performance. Donc là, l'objectif, il est de faire de l'analyse à froid, de l'amélioration continue, de trouver où sont les boucles, les goulots d'étranglement, parce qu'il n'y a pas de raison qu'un processus, par exemple, un même processus qui s'opère à 2 endroits géographiques différents, aboutisse à un résultat différent. Et je vais vous donner l'illustration je pense d'une banque captive d'un constructeur automobile français. Bon, il n'y en a pas 36 000. Il y en a peu. Qui utilise le process mining pour son processus de recouvrement de crédit. C'est le nerf de la guerre. C'est le recouvrement. Gagner 1 jour, 2 jours de recouvrement sur la trésorerie, c'est énorme. Et donc, ces processus de recouvrement, ils sont mis sous tension depuis bien longtemps. Ils ont été décrits depuis bien longtemps. La façon dont c'est censé être fait par toutes les personnes dans l'entreprise qui relancent pour recouvrir. Et au bout d'un moment, il y a des limites. Il y a des limites à l'amélioration de la performance. Et donc, ils ont constaté ces limites, intégré du process mining pour faire de nouveaux gains qu'ils ne soupçonnaient pas eux-mêmes, parce qu'il y a des gisements de productivité, parce que on pensait que ça se déroulait comme ça, et puis dans la vraie vie, on constate que ça se déroule autrement. Ou alors, on change parce qu'on a une idée d'amélioration, et puis on en mesure le résultat. On veut changer quelque chose dans le processus, on veut simuler, on veut regarder comment ça se passe et vérifier que ce qu'on a simulé et imaginé se passe comme ça dans la vraie, enfin améliore dans la vraie vie. Et donc ça complémente. Après on met à jour le modèle parce qu'évidemment ce qu'on a constaté devient la nouvelle référence. C'est une boucle d'amélioration. Donc il y a une vraie boucle vertueuse ouais. entre la théorie et la pratique et inversement. Et alors peut-être dernier point avant de conclure cet entretien assez complet. Les projets que vous avez évoqués, ça donne l'impression que c'est plutôt pour des grandes entreprises, ou en tout cas des entreprises d'une certaine taille. Est-ce que vous réfléchissez, ou est-ce que c'est déjà fait, à l'idée de finalement avoir des versions un peu plus packagées, un peu plus faciles à mettre en œuvre pour des PME et éventuellement des petites entreprises? Très franchement, PME, petites entreprises, non. En revanche, qu'on puisse adresser au-delà des 1000 premières entreprises françaises, oui. Aujourd'hui, c'est notre cœur de cible. Les 1000 premières françaises, sur le SBF 120, je pense que 80% sont clientes de tout ou partie de l'offre de Software AG. Et plus ça va, plus on s'intéresse aussi, plus nous rejoignent, parce qu'elles ont des problématiques de transfo digital. Hein, nous rejoignent les mêmes besoins, les entreprises plus petites. Après, les TPE, PME, on n'en est pas là. Très honnêtement, pas encore chez Software AG. On y va, progressivement. Je pense que le cloud le permet, parce qu'on peut avoir... il y a une déclinaison de WebMethod qui s'appelle webmethod.io, qui permet d'être à des entreprises plus petites, d'accéder à la technologie. C'est progressif, c'est parce que, comme vous le dites, les besoins, ils sont là aussi. Donc, ce sera pour Helix V2 peut-être. Très bien. Écoutez, on aura peut-être l'occasion d'en parler à cette occasion. Ce sera avec plaisir. En tout cas, Philippe Guénaud, merci beaucoup. Merci à vous.